Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue sur La Première. Voici les titres. À Punaouia, une association dénonce la présence d'amiante dans les murs de l'école 2+2. Elle réclame la fermeture de l'établissement. L'épidémie de rougeole a fait 16 morts au Samoa et continue de progresser dans le Pacifique. La Polynésie doit-elle s'en inquiéter? Nous le verrons dans quelques instants. Fin d'une corrida judiciaire, l'affaire Haddad Floss est close. La Chambre de l'instruction a prononcé la prescription du dossier après 3 ans sans investigation. Un gala de Miss pour aider les 2 foyers d'accueil pour adolescentes en détresse. Une belle action de solidarité offerte par Sylvie Tellier et les Miss de France. Pour en parler avec nous, Christine Brovelli, présidente de l'Association des marraines, que nous allons retrouver tout à l'heure. Enfin, au cœur du Fénois, nous embarque à Huahine, rencontre ce soir avec 2 entrepreneurs qui sont allés au bout de leurs idées en créant leur petite activité. De l'amiante dans les murs de l'école 2+2 à Punaouia, c'est ce que dénonce une association de la commune qui demande la fermeture pure et simple de l'établissement pour risque de contamination. Et cela 3 mois après la rentrée scolaire. Le maire lui affirme qu'il n'y a aucun risque. Des études ont été déjà menées l'an dernier par mesure de précaution. Les précisions de Mario Leroy et Christian Dezo. Les bas des poteaux ont été calfeutrés comme d'autres aménagements dans cette école, mais Edmé, ancienne parent d'élèves et conseillère municipale, craint pour ses petits-enfants. Quand j'ai évoqué ça en conseil municipal, Tavana il me dit « mais c'est dur ce que je suis en train de lui dire ». J'ai dit « Tavana, j'ai des motos, j'ai ma fille qui travaille là, mais je parle pour tous les enfants, pour tous ceux qui sont dans cet établissement-là. Parce que quand il y a de l'amiante, il y a un danger. » Pour la sécurité de tous, le bâtiment doit être fermé rapidement, demande l'association Paruru Nautu Mauro. Pour moi, la définition de l'amiante, c'est 7 cancers avérés, donc qui a été prouvé dans le monde entier. Nous, on ne va pas continuer à regarder, on ne veut pas être complice d'un système qui va tuer certainement nos enfants, les travailleurs qui sont dans les instituts. Je pense qu'il y a urgence vraiment à intervenir et à dire qu'il faut dégager de cette école. La commune dit ne pas comprendre cette démarche et tient à rassurer. Suite à un diagnostic qui avait été demandé par la mairie, on s'était aperçu qu'il y avait des traces infinitésimales, et j'insiste là-dessus, donc d'amiante dans l'air. Pour nous donner un ordre d'idée, la norme communément admise, c'est 5 par litre. Or, les relevés de l'époque ont fait état de 0,9 molécules par litre. Bon, vous voyez bien qu'il n'y avait pas lieu de s'alarmer. Ces traces d'amiante ont été trouvées dans certaines peintures et des enduits. Les zones ont été mises sous plastique et protégées par mesures conservatoires. Le responsable pour l'amiante, c'est une entreprise. Ça a tous bien expliqué. Au début, on avait un peur, c'est quoi cette amiante? Et après, finalement, on n'a plus peur, on a été rassurés. Parce qu'il y a eu des études qui ont été faites. On a même publié. Un nouvel établissement est programmé par la mairie pour fin 2023. En 2021, les élèves seront déplacés pour permettre la destruction de l'école et sa reconstruction. Voilà, et l'école compte à ce jour plus de 270 élèves. Au chapitre social maintenant, les négociations entre le syndicat O'Oit Orima et la direction de l'Intercontinental de Mouria n'ont pas abouti à un accord. Principal point bloquant, la réintégration des 4 salariés licenciés pour faute grave. Joint par téléphone, Tounia, secrétaire adjoint du syndicat O'Oit Orima, confirme que la grève sera effective demain. On l'écoute. Il est clair que les négociations ont été rompues. Du fait que la direction restait sur leur position et nous-mêmes aussi, les partenaires sociaux. Donc, il est clair que demain matin, la grève prendra effet. Donc, j'attends le retour des organisations syndicales par rapport à la rencontre avec la ministre du Tourisme. Rien ne tient debout par rapport à tout ce que la plaignante est allée voir la gendarmerie, ni même la direction, ni même la directrice des finances, ni même le chef de cuisine. Les conséquences, les 2 parties prendront leurs responsabilités. Voilà, et la grève pourrait s'étendre à d'autres hôtels du groupe.
Santé et une épidémie de rougeole qui progresse dans le Pacifique. Après la Nouvelle-Zélande, d'autres îles sont désormais touchées. Au Samoa, la partie indépendante du pays, l'épidémie a déjà fait 16 morts. La rougeole, c'est la maladie contagieuse par excellence. Alors la Polynésie doit-elle s'en inquiéter? Élément de réponse avec Florence Okeli et Hubert Liao. Cette mère avait déjà perdu 2 de ses enfants. Sa petite fille de 1 an qui se battait encore vient à son tour de succomber à la maladie. Les enfants sont les principales victimes de l'épidémie qui ravage les Samoa. 1174 personnes ont contracté la maladie, dont 114 au cours des dernières 24 heures. En cause, le faible taux de vaccination, 30% à peine l'an dernier au Samoa. Une chute qui s'explique par la défiance à l'égard des vaccins suite à une erreur d'administration sur 2 enfants. L'épidémie était partie de Nouvelle-Zélande. D'autres îles du Pacifique sont désormais touchées par cette maladie hautement contagieuse. La Polynésie est encore épargnée. Il n'y a pas du tout d'épidémie de rougeole en Polynésie, et ce, pour la bonne raison que nos petits patients sont bien suivis et bien vaccinés à raison de 2 vaccins contre la rougeole avant leurs 18 mois. C'est la loi, et c'est vrai que ça permet une couverture vaccinale de la population qui est bonne. Pour éviter ce genre d'épidémie, il faut absolument qu'il y ait 95% de la population vaccinée. Donc dès qu'on baisse ce seuil de quelques points, eh bien, il y a un risque énorme d'épidémie de rougeole, avec toutes les conséquences que ça entraîne, pulmonaires, neurologiques, décès éventuels chez le petit enfant. En Polynésie, le vaccin est obligatoire depuis 1986, mais il n'est vraiment efficace que depuis 1997 et la mise en place de la double dose. Une partie de la population serait donc tout de même menacée par la maladie. C'est évident qu'on redoute cette introduction parce qu'il y a probablement une petite partie de la population qui n'est pas immunisée, et puis parce que c'est une maladie grave, et puis comme elle est extrêmement contagieuse, malgré les contrôles qui pourraient être faits et les préconisations, vous avez vu à quelle vitesse ça flambe, hein, donc effectivement on s'apprête à une introduction potentielle. À vous de vérifier si vous êtes vacciné. Et si vous souhaitez refaire le vaccin, ce sera à vos frais, entre 2 600 et 3 000 francs selon les pharmacies. 2 doses sont recommandées. Voilà, en revanche, les infections nosocomiales, autrement dit dues à une hospitalisation, elles sont responsables de 4 000 décès chaque année en France. La Polynésie n'est pas épargnée. Une victime a obtenu gain de cause devant la justice après avoir été infectée à l'hôpital de Uturoa. Suite à cette plainte, une plainte qu'elle a déposée, eh bien, la Polynésie française est condamnée à lui verser plus de 3 millions de francs pacifiques et près de 7 millions à la CPS. Cette affaire politico-judiciaire qui a défrayé la chronique, et on imagine le soulagement de Gaston Floss, Hubert Haddad et Jeffrey Salmon, ex-président du conseil d'administration de l'OPT. Ils avaient été condamnés en première instance pour corruption dans l'affaire des annuaires de l'OPT. La Chambre de l'instruction a prononcé ce matin la prescription du dossier. 11 ans de procédure que l'avocat de Gaston Floss a résumé en une phrase. Ça a été le parcours du combattant, et le combattant a fini par l'emporter. Lucille Guichet, Tirao, Jérôme Lee. C'est l'une des plus grosses affaires politico-financières de Polynésie. L'affaire Haddad Floss, qui avait valu 36 jours de détention préventive à Gaston Floss. Il est alors sénateur. Son immunité vient d'être levée. C'est donc finalement l'action judiciaire qui enterre les faits après 12 ans de procédure. Ce matin, la Chambre de l'instruction a prononcé la prescription, estimant qu'il n'y avait pas eu d'acte depuis 3 ans. L'affaire est terminée, il n'y a plus de poursuite, il n'y a plus de dossier Floss-Haddad. C'est terminé. Inutile de vous dire que grande est notre satisfaction, car ça a été le parcours du combattant. Mais le combattant a fini par l'emporter. Entre 1993 et 2005, Gaston Floss et 7 autres personnes étaient soupçonnées d'avoir mis en place un système de corruption. L'homme d'affaires Hubert Haddad aurait remis en tout 190 millions de francs à Gaston Floss dans des enveloppes. En échange, il aurait bénéficié des marchés publicitaires de l'OPT et d'Air Tahiti Nui. Je fais l'objet d'une rafale de procédures qui relèvent de l'acharnement judiciaire avec pour seul objectif de ma part. En 2013, un procès condamne les 8 protagonistes. Gaston Floss écope de 5 ans de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité pour trafic d'influence et corruption.
Mais le jugement est annulé suite à un vice de forme. Depuis, le dossier s'enlise dans les bureaux du palais de justice. Une décision qui intervient dans un dossier qui était aussi médiatique après 12 ans de procédure, dans une affaire où les magistrats de l'époque ont voulu, à mon avis, d'abord punir et humilier certaines parties. Alors je pense à Gaston Floss, je pense à Hubert Haddad, je pense à Jeffrey Salmon et quelques autres. On a voulu vraiment punir, comme malheureusement on le fait trop souvent, au lieu d'investiguer. C'est donc un énième rebondissement pour cette affaire qui ne connaîtra jamais de nouveau procès, sauf si le parquet général décide de se pourvoir en cassation. Voilà, le parquet général a 5 jours pour se pourvoir ou non en cassation. On appelle le procès du crash d'Erm Oria s'est poursuivi aujourd'hui avec l'audition en visioconférence de l'expert judiciaire. Un rapport édifiant qui liste les nombreuses erreurs et manquements dans la maintenance d'Erm Oria. Pour cet expert, la rupture du câble ne fait aucun doute. L'avion n'était pas utilisable à son arrivée en Polynésie. Une thèse farouchement contestée en ce 6e jour d'audience par la défense qui lui a reproché des approximations. On vous l'annonçait hier soir, les douaniers ont saisi mardi dernier près d'1,7 kg d'ice à l'aéroport de Faa grâce aux chiens stupes. Comme vous le voyez, la drogue était dissimulée dans 4 rames de paddle en carbone. Une information judiciaire a été ouverte. 3 des mises en cause ont été remis en liberté. Quant au présumé financier de l'affaire, il est en détention. Et les affaires d'ice, justement, ont augmenté de 44% l'an dernier par rapport à 2017. C'est l'une des priorités du comité territorial de la prévention de la délinquance. Cela passe évidemment par la lutte contre les pratiques addictives. Dans le viseur de la justice et des forces de l'ordre, la consommation d'alcool et de stupéfiants. On fait le point avec Jacques Damour et Hirote Rorotoa. Parmi les 4 axes prioritairement définis, 2 préoccupent particulièrement les acteurs de cette instance. Tout d'abord, la lutte contre les pratiques addictives. Les 2 cibles prioritaires étant la consommation d'alcool et de stupéfiants. L'année dernière, le volume du trafic d'ice a engendré plus de 650 affaires contre 452 en 2017, soit une forte augmentation de plus de 44%. Bien le dire, il ne faut pas se le cacher, on a un développement du trafic de cette drogue et une augmentation de la consommation. Donc il faut trouver des solutions pratiques applicables sur le territoire. Je vous parlais de prévention, mais aussi en termes de lutte contre la drogue. On a développé par exemple l'utilisation des chiens et avec un dressage particulier pour trouver de l'ice et ça marche plutôt bien. Ajouter à cela de fortes répressions au plan judiciaire. Les décisions rendues par le tribunal correctionnel de Papeete sont à un très haut niveau en termes de répression. Et je vous le dis très tranquillement, un niveau bien supérieur à ceux qu'on connaît en métropole. En termes de nombre d'années de prison. Il n'est pas souvent, on peut avoir entre 7, 8 et 9 ans de prison prononcés ici pour du trafic de stupéfiants. Je peux vous dire qu'en métropole, ce sont des peines très rares. Autre priorité, la lutte contre la délinquance routière. Depuis le début de l'année, 36 victimes d'accidents de la route ont été dénombrées, alors que 29 personnes ont déjà perdu la vie. Une délinquance routière en lien avec les conduites addictives et la consommation d'alcool et de stupéfiants. C'est la consommation d'alcool ou de drogue, c'est la vitesse, c'est l'absence de ceinture de sécurité, c'est l'absence de casque. Donc on peut dire que ce n'est pas la fatalité, ce n'est pas le hasard, c'est une question de comportement. Et là aussi, ça passe par de la prévention, chez les jeunes beaucoup, parce que la moitié des victimes en 2018, sur 36 victimes d'accidents de la route, il y en avait 18 qui avaient moins de 25 ans. Les actions engagées seront constamment poursuivies. Elles sont supposées répondre aux préoccupations de la population en matière de sécurité et de protection. Voilà un dossier à suivre. Alors qu'une grève menace l'intercontinental de Moorea, pas de souci pour l'instant à l'intercontinental de Tahiti, où sont logées actuellement les candidates à Miss France 2020. Un dîner gala est d'ailleurs organisé ce soir par Sylvie Tellier à l'occasion de l'exposition annuelle des marraines. L'association de commerçantes reversera 20% de ses bénéfices donc de ce soir aux 2 centres qui accueillent les jeunes filles en difficulté de Polynésie, le foyer Te Aratia à la Mission et le centre Tienouihiri à Paia. Pour en parler avec nous, Christine Brouvelli, bonsoir. Qu'est-ce qui vous a motivé à aider ces foyers d'accueil ?
En fait, c'est une Polynésienne d'adoption et de cœur, Valérie Deveau de Marigny, qui a créé cette association il y a 20 ans et qui est appelée à quitter le territoire. Et donc, je trouve cette action tellement louable que je reprends le flambeau avec grand bonheur. Vous avez été dans ces foyers, vous avez vu ces filles, qu'est-ce qui vous a touché ? C'est très touchant quand on est père et mère. On est touché par des jeunes filles qui n'ont pas les mêmes chances au début de leur vie. Et c'est très motivant d'essayer de leur donner un avenir d'adulte correct. Ce soir, qu'est-ce qui va se passer ? Comment va se passer justement cette soirée gala ? Alors cette soirée de gala a été à l'initiative de Sylvie Tellier lors de l'élection de Miss Tahiti en juin. Elle était très sensibilisée à cette action et elle a proposé ce dîner de gala qui était concomitant bien sûr à la venue des 30 prétendantes au titre de Miss France 2020. Donc cette soirée caritative exceptionnelle sur la Polynésie française, vous allez pouvoir assister à 2 défilés de nos Miss Tahiti et première dauphine et un défilé de nos 30 prétendantes à Miss France. Alors ce soir, c'est une levée de fonds véritablement qui se passe à l'Intercontinental. Pardon, j'ai pas entendu. C'est une levée de fonds. C'est une levée de fonds, oui. C'est d'ailleurs l'hôtel Intercontinental qui nous aide très généreusement en nous reversant une participation par couvert pour les foyers. Alors, qu'est-ce qu'il y aura au programme de cette soirée, autre le fait qu'il y ait les défilés ? Alors, au programme, voilà, il y a des défilés, il y a des ventes de produits dont le produit des ventes ira intégralement pour les foyers, avec un tirage de tombola avec 2 magnifiques lots. Et puis aussi, je pense qu'il y a les jeunes filles des foyers qui sont présentes anonymement dans la salle et qui ont plein d'étoiles dans les yeux et à qui ça fait un grand moment de bonheur. Voilà, merci beaucoup Christine Brovelli. Un joli coup de pub également donc pour l'association des marraines qui fête ses 20 ans cette année. Direction maintenant le sud de la France où le Ori Tahiti séduit les Toulonnaises. Depuis 7 ans, Mareva Bouchot transmet sa passion, des gestes au pas de danse en passant par la confection des couronnes. Les Françaises assurément sont sous le charme. Voyez plutôt ce reportage de nos confrères à Paris. Ma maman est tahitienne et chinoise et mon papa est français. Tahiti, c'est tellement loin, c'est tellement le bout du monde. Hein. Il y a 12 heures de décalage horaire avec Tahiti. C'est tellement loin qu'on a réussi à préserver un petit peu quelques valeurs qu'on a perdues en Occident. Le fait de donner des cours de danse, aujourd'hui, je peux transmettre tout ça et donner un petit peu ma vision de la vie à travers ça. En fait. Mareva Bouchot donne des cours de Ori Tahiti depuis 7 ans sur Toulon et ses alentours. Plus de 150 élèves s'adonnent à la danse, autant pour l'effort physique que pour le bien-être mental. C'est la grâce, la souplesse, apprendre à connaître son corps surtout. Oui, ça m'apaise, beaucoup de satisfaction, beaucoup de féminité. La culture polynésienne, c'est une tradition orale. Quand on danse une chorégraphie, par exemple, aussi bien les costumes que les déplacements, que les gestes expliquent tout ce qui se passe dans la musique. Et même quand on ne parle pas tahitien, parfois on peut regarder une danse et comprendre un petit peu l'histoire. Le Ori Tahiti, ce n'est pas seulement de la danse. Chaque cours est ponctué d'apprentissage du tressage pour réaliser par exemple des couronnes de fleurs avec les moyens du bord. Tahiti, normalement, les filles ont fait ça soit avec du raffia, soit avec du peoré. C'est l'écorce de pourau. Normalement, on fait avec des fleurs fraîches. Je viens d'une île, donc la Martinique, où on a la joie de vivre, on aime danser. Donc c'est bien aussi de découvrir d'autres cultures, d'expérimenter une autre danse. La mer est indissociable de la ville de Toulon, comme à Tahiti. Sur la plage du Mourillon, Mareva organise, quand le temps le permet, un pique-nique et un stage pour danser les pieds dans le sable.
Le simple fait que la mer soit là, le bruit, l'ambiance, ça a quelque chose qui nous reconnecte directement là-bas. L'enthousiasme et les sourires sont contagieux. Les passants n'hésitent pas à se lancer dans la danse, comme un avant-goût de voyage à Tahiti. Pour clore ce journal, une éclaircie dans la grisaille économique avec des rencontres pour nous rappeler que le travail ne manque pas. On vous emmène pour cela à Huahine, à Faré, le village principal. Judith et Dominique se sont mis à leur propre compte. Leur activité, c'est la petite restauration. Caroline Fari, Lorenzo Marama et Marcel Bono. Il y a du poisson, de la tomate, de l'oignon et de l'ananas. Une pizza made in Huahine. Derrière son joli rideau de coquillages, Judith prépare des plats simples mais efficaces. Pizza et surtout poisson cru très prisé des visiteurs. Le premier plat que les touristes aiment, c'est le poisson cru au lait de coco. Soit avec du riz ou sinon avec des patates douces, ça dépend. En fait, c'est en fonction des saisons aussi qu'on sert tout ça. Comme moi, là, j'ai de la chance aujourd'hui, on a des tomates, mais sinon, c'est rare qu'il y ait des tomates. Une petite structure qu'elle a conçue après une période de chômage. Comme quoi, avec un peu d'idées et beaucoup de volonté, le travail ne manque pas dans les îles. Le travail est là. Il y a la pêche, il y a l'agriculture, il y a l'artisanat, il y a la petite cuisine qui peut préparer. Ils n'ont pas besoin vraiment de autant d'investissement. C'est un truc simple. Alors quand on dit chômage, il y en a qui disent qu'il n'y a pas de travail. Si, il y a du travail. Il faut juste avoir les bonnes bases pour démarrer et ne pas être feignant. Qui dit poisson cru, dit lait de coco. Pas très loin, c'est Dominique qui s'en charge dans son Faré Coco, après avoir testé plusieurs activités. J'ai travaillé un peu dans le tourisme, j'ai fait la pêche et dernièrement, ma dernière activité avant de prendre cette activité, j'ai acheté des cocos autour de l'île. C'était beaucoup plus fluctuant, mais il fallait porter, c'était un peu lourd pour moi, pour mon âge. Alors j'ai choisi cet outil de travail qui est plus facile. Pour Dominique, les opportunités de travail ne manquent pas dans les îles, mais trop d'aide tue la motivation. On va dire que notre peuple a été habitué à l'assistanat. Le grand problème maintenant, si ce système a été mis dans les années 80, a été habitué dans les années 80, mes amis de mon âge, à l'heure actuelle, ils sont habitués, ils ne savent pas quoi faire. Le grand problème, c'est l'assistanat. On a beaucoup peut-être de débats à faire dans tel organisme, mais c'est important de parler, de donner, de communiquer et de donner des ouvertures à nos enfants. Pas de doute, le Ma'a, ça marchera toujours et partout, tant que subsistera le désir de nourrir son prochain. Là, du bon poisson cru qui nous ouvre l'appétit. Je vous rappelle l'info principale de cette édition. La grève à l'Intercontinental de Mooria sera effective demain. Les négociations entre le syndicat Oet Orima et la direction de l'hôtel de Mooria qui devait accueillir les Miss de France en fin de semaine ont été un échec. Les deux parties ne sont pas parvenues à un accord au sujet de la réintégration des 4 salariés licenciés pour faute grave. À la une de vos quotidiens demain, la dépêche titre Haddad Floss, dossier qui fait pchit. Tahiti Info, Haddad Floss, l'échec judiciaire. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30 l'info radio. On se quitte sur ces images de Jacques Brel. Le 9 octobre, on célébrait le 40e anniversaire de sa mort. Très belle nuit sur la première. À demain. Elle bat de grain en grain quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin. Et par manque de brise... Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Aux marquises. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet